Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de la série Une introduction détaillée à Azure Kubernetes Service. Donc cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos dont l'objectif est de voir dans le détail finalement toutes les options possibles et imaginables au sein d'un cluster Azure Kubernetes Service. Et dans cette vidéo, je vais m'attarder particulièrement sur certains aspects concernant le contrôle plane, le centre de pilotage en fait du cluster AKS. Je rappelle comme d'habitude que l'ensemble des liens vers la playlist sont disponibles en description de la vidéo, ainsi que le lien pour pouvoir utiliser la mind map que je vais vous présenter. La mind map qui est bien entendu cliquable et qui va vous envoyer directement sur les bonnes pages de la documentation. Allez, on est parti, hein. Et puis on va aller voir donc du coup la partie control plane. Alors vous voyez que j'ai marqué ici manage. Effectivement, souvent on présente Azure Kubernetes Service comme étant un service managé dans Azure pour faire du Kubernetes. En fait, donc on parle de service managé ou de PaaS, de plateforme PaaS. Dans la réalité, le service, on va dire, est entre guillemets décomposé en deux grosses parties. Une partie qui est le centre de pilotage, qui effectivement est managé dans le sens opéré ou maintenu en conditions opérationnelles par les équipes de Microsoft. Donc quand on parle du contrôle plane, on parle ici des masternodes dans un cluster Kubernetes. Et puis la deuxième partie du cluster, les worker nodes, les agents, là où vont tourner vos workloads, eux, ce sont généralement des machines virtuelles rassemblées dans ce qu'on appelle des virtual machines scale set. Et ça, pour le coup, c'est l'infrastructure de service. Donc en tant que dans l'échelle des responsabilités partagées du monde du cloud, les machines virtuelles restent sous votre contrôle complet. Vous pouvez aller jusqu'à faire du SSH à l'intérieur et modifier des choses. Donc, le contrôle plane, c'est un service managé. Vous n'aurez pas à gérer, entre guillemets, ces composants-là pour les maintenir en conditions opérationnelles. Par contre, en tant que client, vous allez choisir la manière dont vous voulez déployer votre cluster et les options associées derrière ce contrôle plane. Donc, première des options qui est importante, c'est déjà de se dire quel type de contrôle plane je souhaite avoir, ou plus particulièrement quel SKU, quel niveau de licence fonctionnelle j'ai envie d'avoir. Alors en fait, il existe deux SKU. La première est gratuite, donc on peut avoir un contrôle plane qui va coûter 0, entre guillemets. Cette partie-là ne coûtera pas d'argent et seuls les workers, les machines virtuelles derrière associées, elles vont effectivement être facturées. Et puis il existe une version standard qui s'appelait également un temps Uptime SLA, qui est plutôt orientée, donc est payante bien entendu, et derrière va proposer un peu plus de disponibilité contractuellement parlant, hein, d'où la notion de SLA, Service Level Agreement. Et donc généralement, quand on va être sur la production, on va prendre le SKU standard. Quand on sera sur des environnements de dev and test ou d'intégration éventuellement, on pourra prendre la free. Là encore, le coût est pas très important. On doit être à peu près sur une échelle d'environ, alors arrondi grossièrement, on va dire à 75 dollars américains par mois. Mais si on commence à avoir plein de clusters, donc plein qui sont utilisés par les développeurs, les testeurs, les DevOps, etc., ça peut être intéressant effectivement de ne pas toujours déployer avec l'option standard. Donc les SKU de toute façon sont bien résumés dans la documentation. Donc globalement, il y en a deux qui il y en a deux qui existent. Et comme je le disais, effectivement, si on ne veut pas de coût additionnel, on va prendre le tiers free. Si on commence à débuter sur AKS, et donc là, en gros, on s'entraîne, on va prendre le tiers free. Et puis, c'est bien pour des petits clusters, généralement moins de 10 nœuds. Bon, on peut se permettre de prendre un tiers free derrière. Ça peut supporter plus, hein, on peut avoir jusqu'à des clusters de 1000 nœuds avec le tiers free, mais ça n'a pas vraiment de sens dans la réalité. Quand on va avoir des clusters qui feront 1000 nœuds, on se doute bien que le gros de la facture sera dans les nœuds, donc dans les machines virtuelles associées derrière. Et là, du coup, le 75 dollars pour avoir un tiers standard ou free au niveau du contrôle plane, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Voilà. La version standard, du coup, elle va permettre, elle sera nécessaire par contre, si on dépasse, si on veut avoir des clusters très très gros, on s'en doute un petit peu, on est plutôt effectivement ici sur des environnements de production,
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une disponibilité, un SLA qui sera assuré. Donc on ne peut pas avoir de service level agreement sur un free tier parce qu'en général, un service level agreement, ben, ça consiste à définir quel va être, par exemple, le niveau de disponibilité du service et puis à hauteur de combien le fournisseur, en l'occurrence ici Microsoft, va rembourser en cas de non-respect, entre guillemets, des valeurs annoncées contractuellement. Donc on peut difficilement rembourser quelque chose de gratuit. Le standard tier, effectivement, là, il y aura un remboursement qui sera derrière. Et la disponibilité du contrôle plane en standard tier est beaucoup plus élevée, un peu plus élevée, effectivement, que le free tier. Je ne sais pas si on a les valeurs ici, quelque part. Oui, on les a ici. Donc, en termes de SLA, si on est sur un SLA standard, eh bien, effectivement, on aura du 99, 95 au niveau donc du endpoint, donc de la disponibilité des services du control plane. Là, ce sera si on utilise un cluster avec des zones de disponibilité dans lesquelles on aura dispatché effectivement les VM, où elles seront dispatchées automatiquement dans différentes zones de disponibilité. Si on est sur un cluster qui est monozone, on sera ici sur un SLA de 99.9. Voilà. Donc là encore, on part de SLA. Si on est effectivement sur le tiers gratuit, il n'y aura pas de SLA, il y aura un SLO qui lui effectivement sera, qui est un objectif, mais derrière avec rien de contractuel entre guillemets sur la disponibilité. Donc ça c'est un premier choix. Donc le choix de la SKU se fait généralement à la création du cluster. À ma connaissance, je ne pense pas qu'on puisse encore switcher revenir par exemple d'une SKU standard vers une free. Donc c'est un choix lors de la création du cluster où on va se dire effectivement par rapport à son usage, on va lui prendre telle SKU. Ensuite, sur un cluster Kubernetes, donc un cluster Azure Kubernetes Service, il va falloir effectivement définir lors de sa création, lors de son utilisation, quelle version de l'application Kubernetes on veut utiliser. Je rappelle que Kubernetes est un projet open source qui est géré aujourd'hui, gouverné par la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Et c'est un projet qui est très dynamique et avec à peu près tous les acteurs de l'industrie qui travaillent dessus et qui fournissent des ressources, des hommes, et de l'argent et du temps pour faire évoluer le projet. Et donc ce projet, en gros, voit une nouvelle version, alors dite mineure, mais en fait c'est vraiment des évolutions fonctionnelles derrière qu'il va y avoir, tous les 4 mois. Donc avec derrière effectivement donc un cycle de release qui est forcément assez cadencé et qui va imposer de coup de mettre à jour régulièrement parce que le support, là encore, il est étendu sur une certaine période. En l'occurrence, le support par la communauté, par le projet open source, il est de 1 an. Et donc, si on ne se met pas à jour régulièrement, eh ben, on est hors, entre guillemets, hors périmètre de supportabilité. Donc les versions supportées de Kubernetes, elles vont évoluer dans le temps sur AKS comme dans la vraie vie. Donc quand on va déployer un cluster Kubernetes dans Azure avec de l'AKS, eh bien il va falloir choisir quelle version on va vouloir déployer à un instant T. D'accord. Donc je rappelle juste sur la numérotation, version majeure, ici c'est le 1, version mineure et niveau de patch. Aujourd'hui, en fait, depuis déjà plus de 5 ans, même plus, un petit peu plus, Kubernetes est en version 1, donc la majeure ne bouge jamais. Donc quand je parle des évolutions effectivement de version, on est surtout sur cette évolution-là, donc passer de 1.17 à 1.18, 1.19, etc. Niveau de patch, après, c'est plus de la correction pour de la sécurité ou du fonctionnel. Et donc il existe, et c'est documenté, donc un calendrier officiel des releases des versions de Kubernetes dans Azure. Là encore, l'idée c'est de suivre le calendrier derrière du projet open source Kubernetes et de l'appliquer effectivement dans un environnement supporté par les équipes d'Azure. Donc du coup, vous avez ce tableau qui évolue en permanence. Tous les 4 mois, il va switcher entre guillemets d'une version. Et donc, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, effectivement, on voit que les versions supportées sont alors été, parce que celle-ci elle l'est plus du coup.
Voilà, end of live. Alors end of live au niveau de la upstream, parce qu'on était sur un an. Et donc, on va voir les différentes versions qui sont le calendrier entre guillemets des déploiements. Alors avec des choses intéressantes, donc ici la première colonne c'est le numéro de version de Kubernetes, au sens version du logiciel. Le upstream release c'est quand cette version-là est réalisée dans le projet open source Kubernetes, donc disponible pour tout le monde. Ensuite, la deuxième colonne, c'est à partir de quel moment on voit arriver cette version dans la plateforme managée, entre guillemets, Kubernetes, donc dans AKS, dans Azure. Donc vous remarquerez qu'il y a un léger décalage. Là, on est sur un décalage à peu près de 3 mois ici. Donc ça arrive ici en preview, et ensuite ça arrive en GA, donc en Generally Available, donc c'est-à-dire supporté pour de la production. Donc en gros, vous avez chaque fois à peu près 2 mois, 1 à 2 mois, pour pouvoir tester en version préliminaire, entre guillemets, la nouvelle version de Kubernetes dans un contexte AKS. Et puis, vous avez le end of life derrière, effectivement, qui indique quand la version ne sera plus supportée. Et vous avez également le platform support qui vous dit, côté AKS, jusqu'à quand on va supporter. Donc, tant que la 1.30 ne sort pas, eh bien la 1.26 est supportée. Voilà. Et puis ici, vous avez une petite subtilité qui s'appelle la LTS, je vais en parler juste après, parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors, au passage, au-delà de ce tableau-là qu'il faut connaître et régulièrement aller voir, pour vérifier que vous êtes dans les clous et dans la fenêtre de tir du support, vous avez désormais également un magnifique diagramme de Gantt qui vous reprend un petit peu ce que je viens de raconter, avec effectivement la upstream release, la preview ensuite qui arrive dans AKS, ce qu'on appelle le live, c'est-à-dire quand c'est supporté, et la deprecation quand c'est plus supporté. Et puis au niveau de la plateforme, le niveau minimum de la plateforme. Alors, le platform support only va être également le moment où le support peut vous aider à basculer d'une version à une autre. Voilà. Donc ces versions de Kubernetes, quand vous allez déployer par exemple un nouveau cluster, comme je l'ai dit, il y a la version mineure et puis après il y a le niveau de patch. On ne sait pas toujours à un instant T quel est le niveau de patch qu'il faut déployer. Donc vous pouvez utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le alias version dans AKS. En gros, vous allez dire à la place de spécifier lors de la création de votre cluster, je veux par exemple un Kubernetes 1.20, enfin 1.20.1 ou 1.20.2, vous allez dire je veux un 1.20 et tu me prends le dernier 1.20 qui est disponible. Et donc ça, pour le coup, on peut avoir ces informations-là et lors du déploiement, on peut dire tu vas me prendre la version, l'alias 1.20 et du coup, il se débrouillera derrière pour prendre la dernière version de niveau de patch. Au passage, si vous voulez récupérer derrière la version sur laquelle vous êtes actuellement, vous pouvez faire un AKS show, vous donnez le nom du resource groupe où il va y avoir le cluster AKS, le nom du cluster AKS, vous outputez le tout, vous faites un output du tout avec -o JSON-C pour avoir du coup le détail derrière de l'ensemble des informations. Et on peut le faire également en YAML. Et si vous avez fait un output en JSON, vous aurez une section, un élément de la version qui va ressortir. Et vous aurez ici donc un champ qui s'appelle current Kubernetes version qui vous donnera le numéro de la version de votre cluster. Tant que j'y suis ici, au passage, vous avez ici l'URL, enfin le FQDN pour être plus précis, de votre control plane. Donc avec ici décomposé avec le nom du cluster, le nom du resource group, .portal.hcp pour hosted control plane. Ici la région Azure, azmk8s pour Azure Managed Kubernetes.io, tout simplement. Il existe, donc j'ai parlé au niveau des versions qu'on a annoncé récemment une version LTS, donc LTS pour Long Term Support. Donc normalement, le calendrier de release de Kubernetes, c'est en gros un support d'à peu près un an. Donc d'ailleurs c'est écrit ici, la communauté, le upstream de Kubernetes, et donc maintient tout ça sur à peu près une release d'un an. Après un an, effectivement, derrière, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de mise à jour en termes de patch, de sécurité, etc., sur des versions antérieures de Kubernetes. Donc ça explique qu'il faut généralement avoir une bonne cadence de tir quand on fait ces mises à jour et éviter d'attendre au
bout d'un an de se dire, voilà, je vais faire une montée de 4 versions pour me réaligner avec le calendrier de la communauté. Néanmoins, bon, il y a des environnements où les gens n'aiment pas trop bouger. Enfin, on trouve encore des vieux systèmes Windows ou Unix ou Linux dans les organisations. Et parfois avoir un support long terme sur un peu plus long peut être intéressant. Donc finalement, en tant que fournisseur de cloud, Microsoft s'est dit, nous on opère le Kubernetes, on peut se permettre également d'assurer le support de Kubernetes dans notre environnement un peu plus long que la communauté. Donc la communauté effectivement supporte 3 versions mineures à un instant T. Donc ça veut dire effectivement on est sur une rétrocompatibilité de 1 an. Là l'idée du long terme support, c'est de permettre effectivement de donner un peu plus de temps à des gens de migrer d'une version à une autre et de supporter à un instant donné, de choisir une version de Kubernetes en disant celle-ci elle sera supportée pendant une durée de 2 ans. Bien entendu, qui dit support long terme, dit en général coût associé derrière, donc il y aura un coût derrière associé au cluster et ce sera un coût horaire. Voilà. Alors à noter, c'est que la première version de Kubernetes qui sera effectivement concernée par ce LTS, donc ce sera la version 1.27. Et tant que la 1.27 n'est pas implémentée, on ne l'aura pas. Et à partir de la 1.27, il y aura 2 ans à la place, en gros, d'1 an. Alors je ne suis pas un gros fan de cette fonctionnalité, même si j'en comprends l'usage et la pertinence dans certains environnements. Et pourquoi j'en suis pas fan? Parce que au-delà simplement du projet open source Kubernetes, il faut voir que généralement Kubernetes ne fonctionne pas tout seul, il y a tout un ensemble de composants supplémentaires apportés par des éditeurs ou la communauté qui viennent se greffer dessus. Et eux, en général, effectivement, les différentes solutions de l'écosystème suivent le calendrier communautaire, celui-ci. Et donc, ça veut dire que potentiellement, on peut se retrouver avec une version effectivement de Kubernetes qui elle est bien supportée par Microsoft pour tenir pendant 2 ans, mais on peut avoir après des problèmes de compatibilité avec les composants applicatifs ou les briques qu'on aura insérées dans le cluster Kubernetes derrière associé. D'où effectivement, mais si ce truc-là existe, c'est qu'il y a une demande. Il y a un repo au passage sur la partie LTS, donc le Azure Kubernetes Service Long Term Support. Vous pourrez lire un petit peu ce qui est là-dedans. Et donc on retrouve effectivement une réplication, notamment un fork de Kubernetes. Donc on n'est plus tout à fait sur la même version effectivement. Donc là il y aura un fork de la version 1.27 par exemple pour le premier. Et puis effectivement après il y aura de l'outillage spécifique à tout ça. Voilà. Dernière chose, il est bon de connaître le AKS Release Tracker. Donc là, ça vous permet en fait d'avoir un site web fourni par Microsoft qui vous permet de savoir en gros par rapport aux différentes régions, donc au sens région Azure, dans quelle version on est en train de tourner. Donc la version actuelle et les 3 versions antérieures, là encore. Et donc vous voyez effectivement, je ne sais pas si on prend France Centrale par exemple, France Centrale, ici. On voit ici la version de AKS qui a été réalisée, ce qui est disponible, entre guillemets, les releases, donc celle qui tourne de base quand on déploie. Et là, on a le détail, effectivement, derrière. Donc là, en fait, on est simplement sur une sous-branche du GitHub d'AKS, donc github.com/azure/AKS. Et là, dans le changelog, vous voyez chacune des releases et les évolutions et les corrections qu'on peut y avoir derrière, avec les montées de version des composants, les montées de version des images notamment. Je rappelle que les images, on parle de l'image de l'operating system qui est déployée sur les nœuds, image Windows ou image Linux, ainsi que les composants applicatifs qui sont installés dessus. Et donc dans le AKS Release Tracker, on sait effectivement à quelle release on est par rapport à AKS, quelle version. Et puis après, on peut avoir le détail effectivement des images qui sont disponibles, que ce soit les images donc Ubuntu, c'est l'OS le plus utilisé sur AKS. Désormais également, on voit apparaître le Azure Linux, qui est le CBL Mariner. Donc c'est une distribution Linux gérée et maintenue par Microsoft. Et puis vous avez également les images Windows. Là encore, en fonction de l'état de vos clusters, vous aurez peut-être des versions différentes de Windows Server ou des versions différentes d'Ubuntu.
Mais si on prend par exemple la plus classique, la Ubuntu, donc celle qui est déployée par défaut, qui est la 22.04, on peut effectivement avoir des informations sur l'image qui est en cours déployée sur ces régions par défaut. Et là, vous avez le détail de l'ensemble des composants et la version qui sont installés effectivement sur ces machines. Donc on voit effectivement Containerd qui a été installé, on voit la présence de driver NVIDIA, on voit également des images de containers qui sont préchargées directement sur ces images d'OS et vous avez tout le détail. La version Windows, à ma connaissance, est un peu moins détaillée. On va prendre le Windows Server 2022, on va les reprendre ici. Europe. Et là, vous avez le détail effectivement de qu'est-ce qui est installé sur vos nœuds Windows dans votre cluster Kubernetes. Donc c'est du serveur core, on s'en serait douté. Et là, vous avez l'ensemble des composants qui sont installés, plus les packages additionnels, les fixes, les correctifs de sécurité, les paramètres, etc. Alors le control plane, on l'accède généralement par un public endpoint. Enfin, de base, si on déploie en faisant un clic, next, next, finish sur l'assistant graphique du portail, on va avoir un cluster Kubernetes dont l'API serveur sera accessible publiquement avec un FQDN. Je vous en ai montré un tout à l'heure, qui finit par AZK8S, AMZK8S.io. Alors, du coup, en fait, on va avoir d'un côté, en gros, d'un côté le control plane, de l'autre côté les workers. Il y aura un tunnel qui va s'établir parce que les machines virtuelles, les workers, vont parler effectivement avec le control plane vers ce public endpoint. Et il est possible également, donc de base, en fait, le public endpoint est ouvert à toute requête provenant de l'Internet. Et ça, vous pouvez également le filtrer avec les Authorized IP, qui n'est plus ni moins simplement en fait qu'un firewall niveau 3.4, très basique, qui va dire j'autorise même pas 3.4, niveau 3, parce qu'on va parler des adresses IP. On va juste dire j'autorise telle plage adresse IP ou telle adresse IP à se connecter en fait à l'API serveur de mon cluster Kubernetes. Donc ça, c'est le minimum vital à faire, syndical, entre guillemets, c'est au moins de ne pas ouvrir forcément son API serveur à l'ensemble de l'Internet. Même si après, si on contrôle bien la sécurité en termes d'identité, ça n'a pas forcément énormément de risques. C'est pas non plus la peine d'ouvrir à tout vent, entre guillemets, l'API serveur. Donc là encore, vous pouvez après restreindre l'accès de cet API serveur à certaines IP, par exemple celle de sortie de votre firewall d'entreprise, de votre proxy. Dans la plupart du temps, maintenant, les organisations, elles adoptent plutôt l'approche du private cluster. Donc le private cluster, l'idée, c'est effectivement de ne pas exposer publiquement l'API serveur, mais de l'exposer au sein d'un VNet, et, enfin, privativement en tout cas. Et donc de ne pas exposer, de ne pas l'exposer, et donc de passer par du coup des noms internes, parce qu'il n'y aura pas de résolution avec vers des adresses IP publiques. Donc on va passer par du private link, on va avoir un endpoint qui sera interne avec une adresse IP privative. Donc le private cluster, clairement c'est l'option en général à retenir, et donc du coup l'API serveur, enfin le control plane pour être plus précis, aura des adresses IP dans la RFC 1918, donc des adresses IP privées non routables sur Internet. Du coup, quand on va avoir un private cluster Kubernetes, il va falloir, AKS va créer un FQDN, parce que tout à l'heure on a vu qu'il y avait un nom FQDN qui existait publiquement, qui permettait d'accéder de résoudre entre guillemets le nom pour accéder à l'IP derrière l'API serveur public. Là, comme on est dans un monde privatif, il va falloir effectivement générer du FQDN privé qui sera résolvable soit au travers des VNet dans les VNet qui sont dans Azure, soit des FQDN qui sont résolvables par les DNS internes de votre organisation, qui elle-même peut être reliée à Azure au travers d'un VPN site à site, au travers d'une connexion ExpressRoute. Donc, en termes de résolution de nom, il va y avoir 3 options, soit il n'y en a pas, soit on utilise entre guillemets, on reprend le nom public DNS, dont l'exemple que je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est terminé par azmk8s.io, mais là du coup c'est juste que le nom public en fait, ce nom-là va résoudre avec une IP interne.
soit on a une troisième option système, je ne me rappelle plus, et soit on peut associer ça avec une private DNS zone qu'on a déjà dans Azure, et donc on va associer ça avec l'ID de la private DNS zone, et donc du coup après on va résoudre le tout avec son système interne de résolution dans Azure. Voilà. Donc private cluster, l'option probablement à retenir pour ne pas exposer publiquement l'API server. Ensuite, on va avoir la notion d'API server VNet intégration. Et donc, l'idée derrière, en fait, c'est de passer par effectivement un load balancer interne, un subnet délégué. Et donc ça, c'est actuellement en preview. Et donc, ça va permettre en fait de projeter entre guillemets le endpoint de l'API server directement dans le VNet où il y a le cluster AKS. Et là, du coup, on aura une connectivité interne relativement proche. Et donc voilà, ça c'est nouveau. La subtilité par rapport au private cluster, c'est plus dans l'exposition, dans la communication, alors que le private cluster, il peut encore passer par des communications un peu différentes. Voilà, c'est vraiment une intégration qui est derrière. Mais généralement, on peut utiliser ce truc-là avec ou sans le private cluster, pour être plus précis. Voilà. Je vous laisserai lire un petit peu la doc derrière. Ça, c'est nouveau. Le Trusted Access for Service, for Azure Service, ça c'est intéressant. Alors, soit de base, effectivement, on utilise l'API server en mode public, et puis après, on peut se dire, il y a les services d'Azure, je sais pas si je sais pas quel service. Un service d'Azure veut appeler l'API server, il peut passer effectivement par ce endpoint public. Donc, on va dire qu'il y a une petite sortie et une réentrée par les endpoints publics. Et puis, dans tous les cas, au-delà de la connectivité réseau, il y a la partie après authentification. Donc, l'API server, en fait, c'est pas open bar. On en reparlera dans une vidéo où effectivement, on se présente à l'API server et on s'authentifie auprès de l'API server. Et ensuite, l'API server va nous autoriser ou pas à faire des actions. Puis ensuite, va contrôler effectivement par policy ce qu'on a le droit de faire ou pas. Donc, pour s'authentifier, on va généralement souvent utiliser en tant qu'humain ou application, souvent des comptes de service. Il est possible d'utiliser de l'OpenID Connect également, donc qui est une nouvelle façon en utilisant des tokens pour s'authentifier sans avoir à donner, à la place de donner les informations d'un service principal qui sont des chaînes de caractères sensibles, on peut donner ici un token. Et puis le Trusted Access for Azure Service, qui est actuellement encore en preview, eh bien lui va être assez intéressante parce qu'il va permettre de se connecter, il va permettre en gros à des services d'Azure d'avoir le droit de se connecter de manière sécurisée au cluster AKS au travers, alors c'est là où c'est important, tac, voilà, au travers du backend d'Azure sans nécessiter la notion de private endpoint. Voilà. Et donc ici, on ne va pas utiliser des identités de Microsoft Entra ID. Alors, désolé pour les noms, mais Azure Active Directory a été changé, ça s'appelle désormais Microsoft Entra ID, mais en gros, on n'a pas besoin du coup de créer des identités programmatiques à des services pour leur dire tu as le droit de venir faire des choses sur ce cluster AKS et donc de gérer la partie airbag qui est derrière. Donc ici, en gros, ça a été automatisé et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on va faire confiance, le Trusted Access Group, c'est on fait confiance, on donne la confiance à des services d'Azure pour aller faire des opérations dans le cluster Kubernetes. Ce service-là, ou cette nouveauté est arrivée avec l'arrivée, qui est encore en preview à ma connaissance, du backup dans Azure. Donc en gros, le service Azure Backup est capable d'aller backuper des choses dans un cluster AKS, et c'est le premier service qui a bénéficié de cette nouveauté qui s'appelle le Trusted Access. Donc en gros, on active le Trusted Access pour le service Azure Backup, et à partir de là, il n'y a pas d'autre chose à faire, il n'y a pas de airbag à faire dans Kubernetes, dans AKS, tout est fait de manière automatisée.
Et bien voilà, on a terminé cette, une des vidéos de la série, de l'introduction détaillée à AKS qui était consacrée au contrôle plane. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je rappelle que les liens vers les autres vidéos, sont dans la description ainsi que le lien vers cette, mind map complète que vous pourrez utiliser, sur lequel vous pourrez cliquer dans les différentes, branches comme je l'ai fait, pour pouvoir aller voir la documentation. Merci beaucoup et à bientôt.